J'ai envie de vous demander, Frédéric Dabi, donc en revenant vers vous, c'est là un peu l'un des enseignements de ce baromètre. La gauche n'a pas disparu du paysage, mais il y a même, vous avez noté, une forme peut-être de fierté à s'en revendiquer. On peut peut-être montrer d'ailleurs l'un des premiers graphes Oui. de l'Institut que vous avez appelé des graphes de l'IFOP. Bon, voilà. Ça montrait en quelque sorte un peu qu'il reste, alors peut-être les mots sont un peu forts, un désir de gauche, voilà. Oui, tout à fait. Merci Lionel, bonjour à tous et tous et merci de m'inviter à cette fête de l'humanité. Autrement, c'est étrange pour moi de ne pas aller à la Courneuve cette année, mais on est bien ici quand même. Effectivement, ce baromètre qu'on a mené avec l'humanité depuis 2014 s'interroge pour savoir qu'est-ce qu'être de gauche aujourd'hui. Y a-t-il encore une fierté de gauche alors qu'il y a deux éléments de contexte particulièrement importants. Quand on lance ce baromètre avec Patrick Appelmuller en 2014, il y a l'exercice du pouvoir par François Hollande qui déçoit une partie de la gauche. Et c'est vrai que depuis 2017, il y a le Big Bang macronien, il y a le sentiment que chez beaucoup d'observateurs qu'il n'y a plus de clivage gauche-droite, qu'il n'y a plus de bipolarisation. Et ce baromètre montre tout à fait le contraire. Vous le disiez, nous n'avons jamais eu autant de Français, de gens de gauche qui se déclaraient fiers de se revendiquer de gauche aujourd'hui. Ils étaient 57% en 2014, ils sont maintenant 71%. Il y a aussi l'idée que la gauche se construit toujours par opposition avec la droite. Et il y a une confusion. D'un côté, certes, il n'y a plus de bipolarisation, il n'y a plus de bloc de gauche, de bloc de droite, mais il y a toujours un clivage gauche-droite très fort. On y viendra dans ce baromètre. Maintenant, il ne faut pas chausser de lunettes roses, si je puis dire. Chaque année, nous positionnons les Français sur un axe gauche-droite. Et cette année, jamais aussi peu de Français se sont positionnés très à gauche, au centre-gauche et à gauche. Ils sont 42%, ils étaient 48% au début de ce baromètre. Alors 42%, on vient de le voir effectivement à l'antenne, 42-58. Ça donne, ça ne fait pas une majorité de gauche. Oui, ça donne des espoirs dans la perspective de 2022. C'est très supérieur aux dernières élections nationales, aux européennes. Toutes les listes de gauche ont fait à peine 32-33%. Et puis c'est le reflet aussi d'un moment particulier, d'une droitisation du pays, d'un traitement médiatique extrêmement fort des questions sécuritaires et des questions identitaires. Mais je note la fierté et le sentiment à 79%, et on a un chiffre extrêmement fort de ce point de vue-là, que la gauche, si elle le veut, peut défendre ses idées et ses principes sans se renier si elle est au pouvoir. Donc l'idée d'un retour de la gauche au pouvoir fait son chemin, si je puis dire. Parmi cette fierté de la gauche, est-ce qu'on peut détailler, en fonction des catégories socio-professionnelles, si cette fierté est plutôt du côté des classes moyennes ou des classes populaires? Alors, elle est très forte dans les classes populaires. Elle est un peu moins forte du côté des classes moyennes, qui ont été plus tentées que la moyenne par un vote Macron à l'élection présidentielle. Il ne faut pas oublier que le socle d'Emmanuel Macron en 2017, ce sont des électeurs de François Hollande de 2012. Depuis, il s'est droitisé. Il y a une question du sondage qui montre qu'il n'y a jamais eu aussi peu de gens de gauche qui considèrent que la politique menée par Emmanuel Macron est une politique de gauche. Il n'y en a plus que 20%. Il y en avait encore 30% au début du quinquennat. Et ce sondage montre aussi qu'il y a un espace qui se crée. Du côté droit, il n'y a plus d'espace parce qu'Emmanuel Macron occupe l'espace de droite, mais il y a des incarnations. Du côté gauche, très clairement, il y a un espace à la gauche d'Emmanuel Macron et il y a une question d'incarnation qui se joue dans la perspective de 2022. Alors, ce qui est intéressant dans ce baromètre, qui est le 7e, ce sont un peu les mots de la gauche. Et moi, ce qui m'a intrigué, c'est l'ordre des mots de 2020, en fait, que votre institut a relevé. Oui. Les mots importants à gauche: liberté, travail, mérite, environnement, solidarité, et puis on va y venir un peu plus tard, télétravail, qui, je pense, a surgi là un peu cette année. Oui, oui, le télétravail, c'est une conséquence de ce confinement, cette période hors norme que le pays a connue. Ça préexistait au confinement, mais ça l'a exacerbé. Vous avez raison de dire, il y a des mots qui sont toujours marqués à gauche plus que la moyenne. Solidarité, 12 points de plus par rapport à l'ensemble des Français. Environnement, laïcité, même si les gens se positionnant à droite citent aussi la laïcité en termes d'attachement. Et puis, il faut le dire, pour nuancer ce que je viens de vous dire sur la droitisation du pays, il y a des éléments de victoire. Nos internautes peuvent voir effectivement à l'antenne. Oui, je l'avais pas vu. Donc la protection de l'environnement citée fortement à gauche, mais également auprès de l'ensemble des Français. Et certes, dans les enquêtes, notamment celle de l'IFOP, on voit la délinquance arriver comme un sujet majeur. Le chômage, et malgré le contexte de crise, la question environnementale reste centrale dans le discours des Français. On n'est pas dans le schéma classique qu'on voit en période de crise où on oppose économie et environnement. Maintenant, ce sont des enjeux juxtaposés. Et là où, comme je vous le disais, il y a des
petite victoire culturelle, si je puis dire, pour la gauche. Le code du travail est un terme maintenant qui est apprécié autant à gauche qu'auprès de l'ensemble des Français. Les services publics, c'est un sujet qui ne fait plus l'objet du clivage gauche-droite. On n'est pas du tout dans les années Sarkozy de ce point de vue-là, quand on remplaçait un fonctionnaire sur deux. Même les gens de droite se déclarent très attachés aux services publics. Ça, vous l'attribuez à la crise sanitaire que l'on vient de vivre ou c'est plus ancien selon vous? Je pense que la crise sanitaire, ce juin 40 sanitaire que le pays a connu, a exacerbé des choses. Parmi les deux mots les plus rejetés à gauche, parmi l'ensemble des Français, mais aussi à droite, il y a ubérisation et il y a mondialisation. La mondialisation, on a bien vu ses effets néfastes quand on a vu la difficulté des hôpitaux à s'approvisionner en masques, en médicaments, etc. Cette crise du Covid, d'ailleurs, les Français dans cette enquête, de gauche comme de droite, ne font pas confiance au gouvernement pour gérer les conséquences économiques et sociales. Sur les conséquences sanitaires, la confiance est là. Sur la dimension économique et sociale, là, les Français demandent à voir. Toujours dans cette liste de mots, il y en a deux qui m'ont intrigué. D'abord, le mot de liberté qui vient en tête. C'est aussi un mot polysémique. C'est un mot qui peut aussi venir de la droite, être incarné par la droite, la liberté d'entreprendre, et la liberté vue finalement comme un individualisme. Là, pour l'électorat de gauche, le mot de liberté, qu'est-ce qu'il recouvre en fait? Alors, vous avez raison, on est sur un terme complètement polysémique. Ouais. Et là, c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre les gens de gauche et les gens de droite. Et là, ça tord le cou à l'idée que le clivage de droite se serait affadi, voire aurait disparu. Il y a une vraie différence sur l'idée qu'il faut que les richesses du pays ne soient pas accaparées par une minorité. Ce n'est pas la liberté du plus fort. Et puis l'idée, une autre idée, c'était l'idée qu'il faut que l'État donne plus de liberté aux chefs d'entreprise. Là, à gauche, on est clairement sur un warning là-dessus. On se différencie de l'ensemble du pays. Mais là où il n'y a pas de différence, et ça fait sens avec ce pacte de relance que le gouvernement a présenté il y a quelques jours, autant les gens de gauche, de droite que l'ensemble des Français, la première valeur qu'ils citent, c'est l'idée que les aides publiques, et on pense au plan de relance, doivent être accordées aux entreprises, mais avec des contreparties économiques et sociales. Là aussi, quand on a le souvenir du CICE, de pacte de productivité de François Hollande, on a aussi une victoire un peu culturelle de la gauche où les éléments d'avertissement et de critique exprimés par les leaders de gauche non socialistes en 2014-2015 sur ce pacte de compétitivité, maintenant sont partagés par l'ensemble des Français. Là, il n'y a pas de différence gauche-droite. C'est l'intérêt de mener des baromètres sur la durée, c'est qu'effectivement 47% aujourd'hui, là je dois me replonger dans mes fiches, 47% des Français que vous avez interrogés disent qu'il faut moins donner de liberté aux chefs d'entreprise, c'était 56% en 2014. C'est pas si loin 2014, oui, mais en même temps, on mesure le gap. Oui, c'est vrai qu'on mesure le gap parce qu'il y a eu des événements. Je parlais du pacte de compétitivité. Il y a cet événement hors norme de cette crise sanitaire qui a quand même donné une envie de lien, de social. Quand on interroge les gens de gauche sur la politique idéale que doit mener la gauche, on voit très bien que la question de la lutte contre les inégalités, plus que la liberté, est vraiment absolument majeure. Mais cette gauche telle qu'elle est rêvée, parce qu'on croit que l'arrivée au pouvoir n'est pas un rêve, mais une vraie possibilité, marche sur deux jambes. Il y a une jambe sociale, mais il y a aussi une jambe environnementale. Et puis, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire dans un contexte médiatique, parfois un peu oppressant, qui met en avant énormément les questions sécuritaires, les questions identitaires. Il y a là toujours un clivage abyssal entre les Français se positionnant à gauche et ceux à droite sur l'idée que les étrangers devraient avoir le droit de vote aux élections municipales. Il y a 32 points d'écart entre les gens de gauche et les gens de droite. L'idée, 27 points de différence, que l'immigration rapporte plus à la France qu'elle ne lui coûte. Même à gauche, ce chiffre recule, ce qui est quand même préoccupant, mais il y a toujours des vrais marqueurs de gauche. Et c'est pour ça que ce baromètre, notamment depuis 2017, a le mérite de mettre un point très net entre cette distinction, entre d'un côté, oui, la bipolarisation a disparu, mais le clivage gauche-droite est toujours là, même s'il a peut-être évolué, il a peut-être muté. On va y revenir. Dernier mot juste sur cette liste des mots de gauche. Moi, ce qui m'a étonné également dans cette étude, c'est que le mot RTT est en fait maintenant très bas dans la liste des mots identifiés de gauche. Est-ce que ça veut dire que la question de la réduction du temps de travail, elle est dépassée ou inopérante ? Je ne pense pas qu'elle soit dépassée, je pense qu'elle est actée. Ce n'est plus un sujet de controverse gauche-droite. Avez-vous entendu récemment des leaders de droite mettre en avant
la fin des 35 heures, le côté Célière sort de ce corps, c'est quasiment fini. Je crois que Laurence Parisot au MEDEF n'en parlait même pas et elle a quitté le MEDEF il y a maintenant 7 ans. C'est moins un sujet. D'ailleurs, quand on interroge les Français sur la politique de gauche idéale à mener, c'est vrai que la question du temps de travail n'apparaît pas. C'est d'autres formes de travail en termes de conditions, en termes de télétravail, parce que le télétravail, là, brut sur ce sondage, ça a l'air plébiscité, mais dans d'autres enquêtes, on voit très bien auprès des salariés que c'est ce que j'appelle un poison délicieux. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui peut apparaître comme la panacée, mais qui fait perdre tellement de liens, tellement de sociabilité, que ça en finit par être dangereux. Alors on vient de voir le camembert à l'antenne. Dans votre étude, 70% des Français que vous avez interrogés estiment qu'on peut faire une politique de gauche. Et ça, c'est un chiffre intéressant parce qu'on est un peu habitué à une espèce d'impuissance politique, un discours dominant qui explique que la politique, ce n'est désormais plus que de la gestion économique. Mais l'espoir, lui, est toujours là. Oui, l'espoir est toujours là. C'est un chiffre qui est particulièrement haut, qui vient après 2 exercices du pouvoir, l'exercice mitterrandien et surtout, quand on a lancé ce baromètre, l'exercice du pouvoir par François Hollande. Ça tord aussi le coup à la fameuse TINA, il n'y a pas d'alternative, il ne faut monter qu'une politique de rigueur. Et c'est vrai que les personnes de gauche que nous interrogeons assignent à une gauche qui serait au pouvoir des thématiques particulières. Je parlais de la réduction des inégalités, la protection de l'environnement. Il y a un clivage gauche-droite, hein. Les gens de droite mettent moins en avant la lutte contre le dérèglement climatique. Ce sont peut-être, je vais un petit peu oser, mais décliner, plutôt fortifier au national tout ce qu'on a vu décliner dans les beaux succès qu'on a vus aux élections municipales, parce que n'oublions pas, ce n'est pas une victoire des électeurs, des écologistes, c'est plutôt une victoire de la gauche unie dans la plupart des grandes villes. Une question de Latif Hamadani. Oui, Frédéric Dabi, vous avez parlé tout à l'heure de la mondialisation en disant que c'était un des mots rejetés par la gauche. Moi, je voulais justement savoir qu'est-ce qui distingue le rejet de la mondialisation exprimé de la part des gens de gauche et de la part de ceux de l'extrême droite, parce que c'est également un concept qui est fortement rejeté à droite chez les souverainistes et par l'extrême droite. Oui, alors comment est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qui fait la différence ? L'enquête ne le dit pas, mais ce qu'on a vu dans d'autres études du côté de la droite et de l'extrême droite, c'est une mondialisation vue sous l'angle de l'invasion, sous l'angle des migrants, sous l'angle de la question européenne, alors qu'à gauche, on met plus en avant les conséquences sociales pour les entreprises, les délocalisations. On a testé pour la première fois le terme relocalisation, qui a fait florès pendant la période du Covid, et c'est un terme qui est absolument plébiscité à gauche, mais aussi parmi les gens qui se positionnent au centre, voire à droite. C'est sur la question identitaire que là, le clivage gauche-droite est absolument fondamental. Merci. Alors, on peut peut-être montrer encore l'un des graphiques que l'IFOP a réalisé qui montre des choses plutôt intéressantes aussi sur le désir de gauche, d'objectifs de redistribution des richesses, d'augmentation des salaires. Et le troisième item, c'est l'environnement. Et là, j'ai envie de vous poser peut-être un peu une question piège. Est-ce que c'est selon vous un désir d'écologie de gauche ou un désir de gauche écologiste? Alors, je réponds à cette question piège en vous disant que les Français ne se posent absolument pas cette question. Ils mettent en avant la protection de l'environnement. Ce qui est très, très intéressant, c'est que malgré la crise économique, le schéma traditionnel, chômage de masse qui va arriver, ne conduit pas à une relégation des thématiques environnementale. La bataille d'Hernani qui avait été jouée par Nicolas Sarkozy en 2011 quand il avait dit l'écologie, ça commence à bien faire, sous-entendu, mettons le paquet sur les questions économiques et la création d'emplois. Les Français de gauche, mais pas que, ne se posent plus cette question. On est maintenant sur des enjeux juxtaposés, mais là, on a un vrai élément de différence entre gauche et droite. On a un vrai élément de dynamique, notamment pour, je dirais, mobiliser la jeunesse. Le drame de ce pays depuis 2017, c'est qu'à toutes les élections, qu'elles soient nationales comme aux législatives ou locales comme aux municipales, l'abstention a dépassé 50% et il y a une surabstention à gauche. Un des éléments de mobilisation pour cette gauche dans la perspective de 2022, ça restera cette question environnementale susceptible de drainer une partie de la jeunesse aux urnes. Alors ça, on va y revenir, parce que ça va être un peu, je pense, l'objet du débat qui va suivre dans quelques minutes à partir de 14h30, effectivement, dans le loft de la Bellevilloise. Mais il sera intéressant, justement, à suivre de ce point de vue-là. Je voudrais revenir simplement sur un camembert qu'on a passé précédemment à l'antenne. 80% des sondés
affirme maintenant qu'Emmanuel Macron est tout simplement de droite. Qu'est-ce qui s'est passé quand même dans la tête des Français, d'une partie des Français en tout cas, entre 2017 et 2020? Je pense que, comme je disais, l'ADN électoral de 2017 du président Macron était un ADN plutôt de gauche, mais dès le début du quinquennat, il a tourné le dos à la gauche, et ce sont des faits objectifs, en nommant Édouard Philippe, qui, comme Premier ministre, sa première déclaration lors de la passation de pouvoir avec Bernard Cazeneuve, il se présente comme un homme de droite, et puis c'est mené toute une série de réformes sur le Code du travail, SNCF, les retraites, puis des choses un peu symboliques, cette baisse des APL de 5 points et cette réforme de l'ISF qui fait que dès le début, les électeurs de gauche ont vu que la politique menée n'était pas une politique de gauche. Mais nuançons, même s'il y a eu une droitisation très claire avec ce que j'ai appelé une sainte alliance entre LR et LREM, sur chaque réforme que nous testions à l'IFOP, il y avait un soutien massif uniquement chez LR, chez les Républicains et chez LREM. Je vois dans nos enquêtes barométriques, celle de Paris Match il y a encore quelques jours, qu'un tiers de sympathisants de gauche approuvent la politique d'Emmanuel Macron. Sans doute ont-ils le sentiment que la politique n'est pas purement de gauche, mais faute de réceptacle, faute d'alternatives, faute d'offres crédibles à gauche, c'est un électorat qui est un petit peu, si je puis dire, en suspens et que pourrait peut-être perdre Emmanuel Macron dans la perspective de la présidentielle, je n'en sais rien, si s'y émerge un véritable réceptacle et une offre alternative de gauche et pas seulement une offre tribunicienne. Alors ça, c'est effectivement l'une des questions qui se posent à la gauche. Mais il y a aussi un autre problème pour la gauche, c'est que les Français peuvent avoir le sentiment qu'en dépit de la crise des Gilets jaunes, en dépit de la crise du coronavirus et de la façon dont elle a pu être menée par le gouvernement, Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont pas l'intention de ralentir le calendrier initial. Il y a toujours la perspective d'une réforme des retraites qui peut mettre pas mal de Français dans la rue. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi de ce côté-là de la gauche une forme d'impasse, pour l'instant, conceptuelle? Non, c'est vrai qu'après les défaites de 2017 extrêmement lourdes pour tous les partis de gauche, c'est vrai que la contestation au président Macron s'est jouée ailleurs, sur des terrains qui n'étaient pas centrifugés à la gauche, mais plutôt centripètes. C'est vrai aussi, et vous le disiez, Lionel, le fait que la réforme des retraites, qui a mis quand même une partie de la France dans la rue, qui a uni la gauche, ne va pas être abandonnée, pourrait être un formidable levier de mobilisation dans le baromètre IFOP Humanité. On voit qu'une très très forte majorité de sympathisants de gauche se déclarent prêts à se mobiliser, en tout cas à s'opposer à cette réforme des retraites bis. Oui, on avait un dernier camembert peut-être à montrer, un camembert plutôt visible et lisible. 71% donc des Français sondés par l'IFOP pour une candidature unique de 2022. On le voit actuellement à l'antenne. Alors 71% pour une candidature unique, mais ça ne règle pas encore la question de l'incarnation. Exactement, ça ne serait pas la dernière fois, c'était 1974 avec François Mitterrand, ça ne nous rajeunit pas. C'est vrai que c'est quand même assez intéressant, puisqu'on a tendance à présenter une gauche morcelée, divisée, telle ou telle gauche irréconciliable. Pour les Français se positionnant à gauche, clairement, on attend une candidature unique. Et ce qui me frappe dans cette question, alors on ne pose pas la question de l'incarnation, qui pourrait l'incarner, ne nous fâchons pas si vite à 18 mois du vote, mais il n'y a pas la moindre différence entre sympathisants, France Insoumise, communistes, écologistes, un peu plus au PS, où ça monte à 88%, ainsi qu'à Génération. Donc il y a quand même un constat commun du côté des sympathisants de gauche, quelles que soient leurs différences de sensibilité partisane, que la gauche, face au bloc macronien qui reste fort, face à l'extrême droite qui, selon les enquêtes, a toutes les chances d'accéder au second tour, doit être unie pour éviter un troisième 21 avril. Merci beaucoup Frédéric Dabi. Merci. Je rappelle que vous êtes donc directeur général adjoint de l'IFOP et que vous réalisez depuis 7 ans désormais ce baromètre annuel Être de gauche aujourd'hui. Eh bien, la question, je crois, va être posée directement dans le loft de la Bellevilloise avec nos 4 représentants de formation politique de gauche. Donc je rappelle Fabien Roussel pour le PCF, Adrien Quatennens, Olivier Faure, Léa Balage-Elmariki pour Europe Écologie Les Verts. Je vois que le plateau est prêt. C'est à vous le loft.